c'est Mélissa Mélo, on se retrouve pour une nouvelle présentation et là j'ai plein de livres encore dont je dois vous parler. D'ailleurs c'est la suite de la présentation précédente. Ouais, il y a du bon, il y a du moins bon et on va commencer par du pas bon. On va commencer par du pas bon puisqu'il s'agit du 3e tome de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen. C'est vraiment une grosse déception cette lecture parce que c'était une recommandation de Pico Books. Je m'attendais vraiment à passer un super moment et en fait... j'ai pas passé un mauvais moment mais c'était pas incroyable quoi. J'ai utilisé mon super barème donc du coup ça va être peut-être un peu plus construit que la présentation précédente, n'est-ce pas? L'heure des elfes c'est le 3e tome, je pense que je vous avais parlé des 2 premiers tomes. Pour vous résumer globalement l'histoire, c'est la naissance des mythes, enfin la naissance des légendes arthuriennes mélangées au petit peuple en fait, avec des elfes, des nains, c'est des elfes, des nains et des hommes essentiellement. Et je trouve qu'il y a une grosse part de Seigneur des Anneaux. Franchement, si Jean-Louis Fedgen dit qu'il ne s'en est pas inspiré, c'est un menteur. C'est impossible. Puisqu'en gros, pour vous la faire courte, chaque tribu, donc les hommes, les nains, les elfes et les gros méchants, donc tout ce qui est orques, etc., qui vivent en dehors de la Terre du Milieu, ont chacun un artefact de pouvoir, des anneaux. Donc pour les humains, il s'agit de la pierre qui chante en fait, qui est en fait la table ronde. Enfin, en tout cas c'est dans la table ronde. Les nains ils ont une super épée et les elfes ils ont un chaudron, quelque chose comme ça. Et alors les gros méchants, je ne sais plus ce que c'est, mais ils ont un truc aussi. L'objectif bien sûr c'est de contrôler tous les artefacts, because si tu contrôles tous les artefacts, c'est toi qui es le plus puissant. Au début, je crois que le tome 1 commence parce que on a des hommes mal intentionnés qui décident de s'emparer de l'artefact des nains, donc de l'épée de Nude. Il y a tout un complot politique alors que l'objectif c'est quand même de rester en paix le plus possible pour pouvoir lutter contre les forces du mal qui commencent à s'agiter. Je sais plus exactement où commence ce tome 3. Disons qu'on va suivre en gros un représentant important de chacune des tribus. Le clan des nains, j'ai oublié le petit nom de notre ami qui ressemble fortement à Gimli je trouve. Parmi les elfes on va suivre Liane qui est leur reine. Parmi les hommes on va suivre Uther. Uther qui s'est marié je crois dans le 2e tome à Guenièvre, qui lui a donné donc un petit garçon qui s'appelle Arthur. Liane de son côté a eu une aventure avant cela avec Uther et elle a donné naissance à Morgane. On a également la présence d'un autre être qui est mi-humain mi-elfe et qui s'appelle Merlin. Voilà, donc tous les éléments sont en place pour ce 3e tome. L'objectif pour les tribus c'est de rendre les 3 artefacts chacun à sa tribu, puisqu'en fait ils se rendent compte que si une des tribus n'a pas ses artefacts, son artefact elle finit par se déliter et disparaître quoi. Honnêtement au niveau de la plume j'ai mis une note absolument moyenne parce que je l'ai pas trouvée, enfin elle est absolument pas exceptionnelle. Les dialogues je les ai trouvés assez plats et je dirais que ce qui a joué absolument contre sur la plume au niveau de la note c'est l'elfique. Ça fait tellement pas le poids face à l'elfique de Tolkien. Après je pense que ça joue aussi beaucoup sur le fait que je l'ai écouté, donc en fait le narrateur a dû se débrouiller comme il a pu pour le lire et lui insuffler du sens. Déjà le narrateur je le trouvais pas exceptionnel, mais alors sur les parties en elfique c'est pire que tout. C'était déjà le cas dans les tomes précédents mais là ça ne s'améliore pas. Alors le rythme c'est assez particulier parce que je trouve que le début était un peu longuet mais en même temps que ça avançait peut-être trop vite pour la richesse de l'univers et les différents complots et trahisons qui se jouaient. Voilà, je trouve que la vitesse, enfin ça a été peut-être un petit peu bâclé. Concernant les personnages, Liane et Uther sont à nouveau, encore une fois comme c'était le cas depuis le 1er tome, au centre de tout. Je trouve que du coup les personnages secondaires sont très peu creusés alors qu'ils pourraient être super intéressants. On est quand même dans un contexte où le christianisme monte et s'oppose à toutes les croyances d'antan.
Donc je pense qu'il y avait aussi, enfin ça fait partie de l'intrigue et je pense qu'il y avait moyen de creuser beaucoup plus certains personnages du côté religieux. Le personnage de Guenièvre, c'est pareil, je trouve qu'il est... il est un peu laissé pour compte et nos amis les nains sont carrément mis de côté, les pauvres. Bon après il n'y a plus beaucoup de représentants de l'espèce, mais je crois que dans le 2 ils étaient quand même assez présents. Et là bon, il y a un personnage qui monte vraiment en puissance à fond dans ce tome là, c'est Merlin. Et ça tombe bien parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors dans l'univers, en ce qui concerne l'univers, j'ai pas mis une trop mauvaise note, mais je dirais que le gros point négatif c'est d'utiliser les mêmes terminologies que dans Le Seigneur des Anneaux, enfin en tout cas dans la traduction française que moi j'ai lue du Seigneur des Anneaux, notamment concernant la Terre du Milieu. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. En revanche, côté légende arthurienne, je trouve que dans ce tome-là, on est vraiment au top du top. Le premier tome, c'était encore un peu flou, mais là, ça y est, le tome 3, on y est vraiment. On commence à vraiment retrouver des noms, des légendes qui sont connues au niveau des chevaliers, au niveau des lieux, Excalibur, et du coup la pierre dans laquelle elle était enchâssée, tout ça c'est des choses qui se mettent en place et qui arrivent, donc moi je suis super contente par rapport à ça. C'était vraiment pour moi le gros point positif de cette lecture, parce que malheureusement pour le reste c'était pas ouf. Au niveau de l'intrigue, il y a un côté que j'ai trouvé sympa qui est vraiment l'aspect inexorable et dramatique de cette histoire, c'est-à-dire que la finalité ne sera pas évitable ni évitée, mais allons-y quand même les gars, battons-nous jusqu'au bout. En revanche, la fin est complètement bâclée, le plan de bataille, donc il y a une espèce de grosse bataille finale, est nul à chier, déjà parce qu'il est pompé à fond à fond sur un plan de bataille du Seigneur des Anneaux. Voilà, hein, c'est quasiment exactement la même chose, vraiment. Si vous avez vu ou lu Le Seigneur des Anneaux, le tome 3, la toute dernière bataille, c'est la même chose. C'est-à-dire, faisons sortir toutes les forces du Mordor des portes afin de laisser notre ami Frodon aller faire ce qu'il a à faire au fond du Mordor. Voilà. La différence, c'est que là, le plan n'est pas suivi jusqu'au bout. Donc non seulement c'est grave pompé, mais en plus il a voulu faire un changement et ça a pas marché de ouf. Ensuite il y a zéro explication sur le gros méchant et sur son pouvoir, et ça j'ai trouvé ça super nul, parce que voilà, le gars il nous pompe l'air depuis le début de ce tome, il a jamais été aussi présent que dans ce tome là, il nous saoule, il nous gave, un truc de ouf, et ça tombe comme un gros soufflet, on comprend pas trop finalement, enfin c'est pas trop expliqué qu'est-ce qu'il est capable de faire, pourquoi il est si puissant, enfin il y a 2-3 passages avec lui, mais à part ça voilà. Il y a un truc qui m'a vraiment que j'ai trouvé très lourd avec ce personnage, c'est tout ce qui se passe autour de son visage, c'est-à-dire que les personnages gentils vont un par un, on va dire, découvrir de qui il s'agit. Et en fait, le suspense est insoutenable. Le suspense autour de ce personnage, mais qui est-il? Pourquoi chacun est frappé d'horreur en le reconnaissant? Et en fait, je trouve que ça tombe comme un soufflet et... Je rajoute en plus 2 mauvais points. Le premier, c'est que on a beaucoup de male gaze dans cette trilogie. Il y a beaucoup de descriptions de corps de femmes qui sont juste là pour être là, qui n'amènent rien à l'histoire, qui sont presque dérangeantes je trouve. Et du coup, à nouveau, ce que je reproche, et là je suis obligée, en fait, déjà ça a pénalisé au fur et à mesure les différentes catégories de mon barème. Peut-être que vous avez déjà eu ou pas la vidéo sur mon barème. En fait c'est le fait que tout soit pompé sur le Seigneur des Anneaux, que ce soit vraiment un remake, et en plus pas un remake super bien fait. Il a voulu rajouter plein de complexité au niveau des peuples et tout, et en fait je trouve que ça rend pas bien, alors moins dans ce tome là que dans les précédents, mais au global si vous voulez, pour moi c'est un gros point négatif, donc je lui ai enlevé des points. Je crois que je suis arrivée à une note finale de 11 sur 20, mais j'en garde pas un souvenir impérissable. J'ai pas passé un moment mauvais, parce que je l'ai écouté jusqu'au bout, ça se lit bien, ça s'écoute bien, et je voulais le sortir de ma palle. Les parties sur la légende arthurienne sont vraiment top, mais je pense qu'il aurait pu développer un truc en évitant tous ces parallèles avec le Seigneur des Anneaux. Voilà, on passe sur cette lecture qui était, ma foi, pas terrible. Ah, une surprise, parce que c'est pas désagréable.
J'ai lu Conquise de Ali Kondi. Enfin, je vais vous raconter une petite histoire sur ce roman-là. Tac tac tac, il est sorti quand ce truc? En 2009? Non, non, quand est-ce qu'il est sorti? Le texte a été publié en 2012. Il est sorti en 2013 en français, donc pile poil dans mes années collège. Date auquel j'ai découvert en fait le tome 1, le tome 2 que j'ai lu à peu près dans la foulée je crois, et ensuite il s'est passé qu'il y a eu un trou dans ma vie hein, au moment du lycée. Je sais pas exactement ce que j'ai lu, mais je sais que ces 2 premiers tomes on me les avait prêtés je crois, je les avais pas achetés, on me les avait prêtés. Et puis j'ai eu au moment où on a commencé la chaîne YouTube cette déterre de me dire bon bah voilà, toutes les sagas que j'ai pas terminées, que j'ai laissées en plan et que j'ai bien aimé, et bah je vais les finir. Et donc depuis, ce livre là était dans ma palle, donc ça remonte à très 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 loin maintenant. Enfin très loin, ça va faire 5-6 ans je pense, peut-être 7 du coup, que je l'ai dans ma palle. Et en fait je l'avais commencé à un moment. Je l'avais commencé, j'avais même laissé un espèce de marque-page chelou dedans. Et je m'étais arrêtée parce que bah, je sais pas, il y avait un truc qui m'allait pas, c'était trop lent, ou je m'attachais pas au personnage, ou je m'y retrouvais pas en fait. Et j'avais un souvenir assez précis de ce que j'avais lu. En mode, j'ai lu jusque là et ça me plaisait pas, donc j'ai arrêté et je me souviens de ce début d'histoire. Et en fait j'ai repris et ça n'a rien à voir avec ce que je me souvenais avoir lu de cette histoire. Les personnages étaient les mêmes, mais l'histoire n'avait rien à voir. Donc en fait je pense que j'ai complètement mélangé le début du tome 2 et le début du tome 3, même si j'avais effectivement commencé le tome 3. Et finalement, moi qui pensais être complètement perdue, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été si terrible. Alors bien sûr il manque un résumé. Franchement, il faudrait des points, enfin il faudrait un barème dégressif avec l'absence de résumé, mais je ne vais pas le faire, sinon tous, quasiment les livres auraient des points négatifs pour rien. Donc par contre je mettrais des points positifs pour les livres qui présentent un résumé, parce que c'est méga important même quand les tomes sortent en rapproché, ça veut pas dire que les gens vont les lire en rapproché. Bref, j'ai réussi à trouver un résumé détaillé, ultra détaillé du tome 1, ce qui m'a permis de remettre en place plein de petits éléments. Le tome 2 bien sûr c'est un grand vide, je me souviens de quasiment rien de ce qui se passait dans le tome 2, mais c'est pas grave, on comprend, il y a des petites allusions au passé, donc on finit par remettre les pièces du puzzle en place, et au final, et ben étonnamment j'ai passé un bon moment. Alors c'est pas de la grande littérature, mais je trouve que c'est une dystopie young adulte qui se tient, qui à l'époque était assez intéressante. Je pense que le tome 1 et le tome 2 tournaient peut-être un peu trop autour de la romance, ce qui est, et du triangle amoureux, parce qu'il y a un gros triangle amoureux, ce qui est moins le cas ici. On va visiter aussi pas mal de points du monde. Nos personnages commencent par être particulièrement éclatés, donc on va les suivre tous les trois, hein. Donc il y a notre amie Cassia, qui travaille donc pour le système, je crois que ça s'appelle le système, dans un centre de tri de données. Mais elle fait partie du soulèvement, donc de la résistance, et elle attend le moment où on va lui dire vas-y, là il va se passer un truc bizarre, c'est à toi d'agir. Voilà. Le deuxième personnage c'est Xander. Donc Xander c'était son voisin quand ils étaient enfants, il est grave amoureux d'elle, et lui il est genre un peu comme médecin, un truc comme ça. Et enfin on va suivre Kai qui lui est pilote et complètement dans le soulèvement. Donc voilà, c'est l'apothéose de la trilogie. C'est sûr que forcément le fait de pas me souvenir du tome 2 ça a fait que peut-être ce tome 3 a moins d'impact, mais en attendant je l'ai trouvé quand même vachement bien fichu. On retrouve ce schéma de la dystopie avec la rébellion, enfin le soulèvement caché, la mise en place, et donc forcément je trouve que ce qui est bien c'est que ça arrive pas trop tard dans le bouquin, il y a vraiment le soulèvement qui a lieu. Et donc il y a toute la mise en place et la logistique de ce soulèvement qui prend un peu son temps et qui nous est expliqué et qui n'achève pas, ne résout pas tous les problèmes. Donc voilà, c'était une belle lecture, une bonne conclusion, enfin un livre que je peux sortir de ma palle avec beaucoup de plaisir, et c'est une trilogie du coup que je vais garder parce que je trouve que pour des ados, bah c'est quand même sympa. J'ai lu en audio et celui-là faut absolument que je vous en parle et le mieux possible. J'ai pas pris de notes parce qu'il est très très court. J'ai lu Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Je vous en ai parlé très brièvement en vlog et je regrette de pas être venue vous parler de ce livre dès que je l'ai fini. Je vais pas dire que c'est une grosse claque parce que c'est pas vrai, il y a rien qui m'a surpris dans ce roman.
mais je trouve le sujet tellement important et tellement bien traité que voilà, ça en fait une excellente lecture. Je vais vous lire juste la fin du résumé pour vous faire une petite idée. À travers l'histoire de deux femmes au destin contraire, les enfants sont rois explorent les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend jusqu'au bonheur familial. Tout est dit. On va suivre deux femmes. Clara Roussel, elle travaille pour la police, je ne sais plus quel est son poste exactement, elle est procédurière je crois, pour la police judiciaire. Et Mélanie Clos, c'est une maman influenceuse et donc gérante de son entreprise d'influence et de son équipe qui sont ses deux enfants et son mari. L'histoire commence lors d'une partie de cache-cache lorsque la petite fille de Mélanie Clos est enlevée et disparaît. Donc forcément, l'équipe de Clara Roussel arrive sur le terrain et l'enquête commence. On va suivre tout le déroulé de l'enquête, donc ça se passe sur, je pense, une petite semaine où c'est forcément assez intense parce que les enquêtes pour disparition d'enfants c'est jamais très plaisant. On a vraiment ce côté policier avec le gros point positif qui est que Clara Roussel, elle n'est pas enquêtrice, elle n'est pas détective, mais elle va quand même sur le terrain. Elle, son job de procédurière, c'est de s'assurer que dans le dossier monté par la police, tout est exactement fait selon les règles, que tout est décrit, tout est écrit précisément et fait dans les règles. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de recours possible et d'erreur judiciaire. Voilà. Et j'ai trouvé que ce type de personnage, ce type de rôle dans la police, déjà, enfin, moi je le connaissais pas. Et ensuite, c'est assez intéressant de voir une enquête sous ce format-là, puisqu'elle a accès à vraiment tout. Donc c'est vraiment top. Et finalement, elle va prendre un peu plus de place dans cette enquête au fur et à mesure que les jours passent. Mélanie Clos, de son côté, c'est une nana qui était fan du Loft et de toutes les téléréalités. Son objectif dans la vie, c'était d'être star de télé-réalité et d'en vivre. Comme ça a été un gros échec because cette nana n'a pas de personnalité, elle s'est complètement laissée porter par les réseaux sociaux et la vibe américaine des enfants stars pour mettre en avant sa petite fille qui s'appelle Kimi. Elle a commencé tout doucement en lui faisant chanter des chansons sur YouTube, ça a super bien marché. Donc on va avoir toute cette enquête avec forcément les lettres du ravisseur, les demandes de rançon qui sont un peu particulières, un jeu vraiment malsain sur l'exposition aux réseaux sociaux pour les parents. Mais ça s'arrête pas là, on va avoir le après l'enquête, donc une dizaine d'années plus tard, qu'est-ce qu'il arrive aux différents protagonistes, donc je peux pas vous en dire trop pour pas que ça résolve l'enquête pour vous, même si l'enquête en soi n'est pas vraiment le sujet. Et on va aussi avoir pas mal de flashbacks pour comprendre le personnage de Mélanie et pourquoi elle est devenue comme ça vis-à-vis de sa propre famille et de ses propres enfants. On a été interrompu, je me suis fait piquer ma place. Non Jess, c'est ma place. Voilà, tu viens sur mes genoux si tu veux. Et tu m'agresses pas. Non. Tiens, viens là si tu veux. Donc voilà, à travers ces trois périodes, c'est-à-dire les flashbacks, l'enquête et le post-enquête, on va découvrir vraiment la genèse de ce cercle vicieux du vu et m'as-tu vu et du voyeurisme méga présent sur les réseaux sociaux. Je trouve que en tant que créatrice de contenu, ça me fait trop bizarre de dire ça, mais c'est vrai, je crée du contenu sur YouTube, je fais des vlogs aussi, donc si vous voulez, je m'expose et je vous propose du contenu qui est, ouais, dans lequel je parle de livres, certes, mais qui est aussi beaucoup juste de scènes de la vie courante. Lire ce livre en tant que créateur de contenu, je trouve ça super intéressant. Alors ça m'a rien appris, je pense pas que ça va faire changer mes habitudes pas de consommation, enfin alors si de consommation déjà, mais aussi de production de contenu, au sens où j'ai pas eu de prise de conscience subite. Enfin, je n'exposais déjà pas ma fille dans mes vlogs et dans la vie courante. Je choisissais moi de m'exposer
aux peu de personnes, voilà, il y a ça aussi, hein, c'est une question d'échelle, qui étaient intéressées pour voir quelques morceaux de mon quotidien. Mais voilà, quand même, ça fait réfléchir. Et je trouve que la partie après est extrêmement intéressante et extrêmement juste et pour le coup très émouvante. Voilà. Donc c'est un livre qui est extrêmement court. Si vous avez l'occasion de l'écouter ou de l'emprunter, ou n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. J'ai lu un album, mais franchement je vais pas vous en parler. Ah oui, oh là là, oh là là là, j'ai lu Esprit d'hiver de Laura Kashishke. Je sais plus comment je m'étais retrouvée avec ce livre. Je sais plus. Peut-être un avis de Margot Liseuse, et encore je n'en suis pas intimement, peut-être qu'elle en avait juste parlé parce qu'elle l'avait peut-être juste acheté ou quoi, je ne sais plus. Toujours est-il que c'est un thriller à huis clos le jour de Noël, puisque Holly se réveille angoissée un matin, le matin de Noël, parce que elle a un peu bu la veille avec son mari. Elle a fait un rêve très prégnant et une espèce d'angoisse sourde qui la prend en même temps que le blizzard se lève, et toute la journée se déroule avec ce blizzard qui monte, son mari qui est parti chercher ses parents et les autres invités à l'aéroport, elle qui doit tout préparer toute seule et elle est grave en retard, et sa fille adolescente qui a un comportement assez étrange. Eh ben j'ai détesté, voilà, c'est absolument pas un livre fait pour moi, ça se veut vraiment dans la vibe thriller à huis clos. Quand je dis thriller, c'est pour le côté, je dirais presque horreur, enfin ouais, ça balance entre horreur et thriller. Il y a toute l'ambiance qui se met en place, mais en même temps j'ai trouvé que c'était extrêmement redondant, les pensées de la mère. Il y a des flashbacks pour expliquer un peu cette angoisse et construire ce personnage. Je les ai pas trouvés super intéressants, et encore une fois, même si les situations étaient différentes, j'ai trouvé que ce personnage bouclait beaucoup sur lui-même. Effectivement, il y a un côté très très bizarre autour de cette jeune fille qui s'appelle Tatiana. J'ai pas réussi à mettre le doigt dessus, il y a un truc qui m'allait pas du tout. Je l'ai fini en diagonale. Il y a des espèces de screamers aussi, vous savez, si ça avait été à l'écran, si je l'avais regardé en série, en film, je pense j'aurais pas forcément passé un meilleur moment, mais au moins déjà ça serait passé plus vite, et ensuite j'aurais eu vraiment l'effet screamer. Là vous voyez un effet screamer décrit, bah ça marche pas forcément bien, en tout cas pas sur moi. Donc écoutez, je vais pas en dire plus parce qu'il n'y a rien de plus à dire, à part que c'est pas un roman fait pour moi. Il y en a peut-être qui seront le public visé. Donc voilà, thriller à huis clos, une nuit de Noël. Les personnages, il n'y a que le personnage de la mère qui est creusé, le personnage de la fille il est assez en surface et juste très très chelou, même si on comprend à la fin pourquoi, hein. En fait je suis allée jusqu'au bout juste pour avoir le fin mot de l'histoire, mais très clairement c'est un livre dont je vais me débarrasser. Voilà, je ne sais pas encore par quel biais, mais je vais m'en débarrasser. Ah bah écoutez, j'ai même fait le barème, incroyable. Je me disais mais comment je suis arrivée à cette note. J'ai mis qu'il y avait trop de détours. La plume est ok, mais il y a trop de détours. Ça donne l'ambiance, c'est sûr, le rythme est beaucoup trop lent pour moi. Au niveau des personnages, j'ai rien à dire, ils sont pas antipathiques, mais j'ai développé aucun attachement à eux, malgré tous les souvenirs qui sont utilisés pour ça. Il y a un truc aussi qui m'a dérangé, c'est un mauvais point, j'ai pas forcément enlevé de points pour ça, mais c'est l'aspect de posséder un enfant qui m'a vraiment dérangée. C'est quelque chose qui me va pas du tout comme type de pensée. Enfin je veux dire, on ne possède pas un autre être humain, c'est pas un animal, c'est pas un objet. Voilà, cet aspect de possession qui m'a pas du tout plu. Et donc voilà, la conclusion c'est un roman d'horreur thriller et c'est juste absolument pas ma came. Par contre, excellente lecture, et alors là j'ai des choses à vous en dire, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent que j'ai écouté. J'avais très peur de sortir ce livre de ma palle parce que on s'était dit dans le résumé, je crois, qu'on est sur l'histoire d'une jeune fille, une jeune adolescente qui s'appelle Turtle,
qui est abusée par son père qui vit sur un mode survivaliste à l'orée de la forêt, au milieu des champs. On comprend pas trop bien ce qu'il fait son père, je crois qu'il enchaîne différents petits jobs voilà, pour les aider à survivre. Ils sont pas en autarcie, mais en gros ils ont développé tout ce qu'il faut développer. Enfin, ils ont une cave enterrée avec plein de boîtes de conserve, ils ont une grosse armoire à pharmacie, et surtout, ce qui est très important pour la suite de l'histoire, ils ont des armes, et Turtle a été élevé vraiment sur un mode commando. Genre c'est Rambo mais à 12 ans. Je vais commencer par la plume. J'ai trouvé très changeante. C'est un nature writing vraiment puissant et évocateur, avec beaucoup de descriptions mais qui sont belles et bienvenues. Alors j'ai quand même dû passer la description de l'espèce de grosse tarentule énorme où j'étais sur le point de vomir, et franchement c'était une scène d'une araignée monstrueuse qui chasse. Moi je suis extrêmement arachnophobe, donc ça a été très dur. D'ailleurs la plume était très descriptive en ce qui concernant, enfin pour tout ce qui concernait la nature, les lieux, mais très peu, enfin beaucoup moins en tout cas sur les personnages. Voilà. Ce qu'il faut dire c'est surtout, enfin, et je pense que c'est lié au fait qu'on est à la première personne, tout est narré par Turtle, qui est une jeune fille extrêmement observatrice, très intéressante. Et il y a toute une évolution de la plume au fur et à mesure de l'évolution de Turtle et de sa prise de conscience au cours du roman. En ce qui concerne le rythme, on est sur un roman pendant lequel il n'y a pas de temps mort, malgré une narration qui est relativement lente et qui prend son temps, un peu comme l'esprit de Turtle qui est, on va dire, anesthésiée, endormie, et heureusement vu tout ce qu'elle vit. Il y a vraiment un démarrage avec toute la mise en place des personnages. Au début on se dit ok c'est un peu chelou mais c'est pas horrible, et puis voilà, après il y a vraiment l'explicitation des horreurs que vit Turtle. Le premier élément déclencheur lorsqu'elle rencontre Jacob, un jeune homme qui va complètement changer sa vie, et à partir de là c'est la descente aux enfers. Il y a le décès de la seule personne qui commençait à se poser vraiment des questions et à vouloir intervenir, une période où elle est complètement laissée à l'abandon et qui est comme un peu une... où elle sort la tête de l'eau et on la sent revivre, et à partir de là c'est à nouveau une plongée dans les enfers, et j'ai trouvé ça incroyable. Ce roman est d'une dureté, d'une violence, et en même temps l'auteur arrive à en faire quelque chose de beau. Donc c'est vraiment l'histoire de la remise en question de cette gamine, de sa prise de conscience grâce à... Bon, pourtant elle n'est pas complètement isolée, hein. Je veux dire, elle va à l'école, elle rencontre d'autres adultes, d'autres personnes qui s'inquiètent pour elle d'ailleurs. Mais voilà, il aura suffi de ce personnage-là, de Jacob en particulier, puis par la suite d'une petite fille dans laquelle elle va se retrouver, pour qu'elle saisisse vraiment bien sa situation et qu'elle ait ce désir de s'en sortir. Sur les personnages, pour moi c'est un sans faute, c'est-à-dire qu'ils sont tous très bien décrits par les yeux de Turtle, et parce que c'est par ses yeux, il y a une vraie évolution dans sa façon de les voir, dans sa façon de les appréhender et dans sa façon d'interagir avec eux. Enfin voilà, là-dessus il n'y a rien à dire, c'est très bien fait. En ce qui concerne l'univers, donc on est aux États-Unis, dans une province où a priori les armes à feu sont autorisées. Maintenant je saurais pas vous dire exactement en quelle année, c'est assez contemporain quand même. Je dirais qu'il y a un seul petit bémol, enfin je veux dire c'est pas un bémol de l'univers, c'est un seul truc peut-être qui n'a pas été très bien pensé en termes de cohérence, je pense. Turtle sait énormément de choses. Elle sait beaucoup de choses sur l'écologie, sur la traque des animaux, la chasse, les armes à feu n'ont aucun secret pour elle. Son environnement, toutes les techniques scouts, des cordes, des nœuds, de la survie en forêt avec un pactage, elle sait faire. Maintenant, je trouve qu'elle a quand même beaucoup de connaissances sur des sujets un peu plus tabous, on va dire. Donc je pense notamment autour de la féminité, donc les menstruations, la grossesse, tout ça. Je trouve que là-dessus, elle est
très peu, enfin très peu naïve, donc très au courant. Alors que, à côté de ça, quand elle est à l'école, et on a l'impression qu'elle est un peu lente sur certains sujets, qu'elle ne connaît pas tous ces mots de vocabulaire. Du coup, je trouve le contraste assez saisissant, en tout cas sur ce sujet. J'ai pas trouvé d'exemple particulier où elle était étonnée de quelque chose qui moi me paraissait normal, mais je sais que c'est l'autre petite bémol qui aurait aidé à construire l'univers, je trouve, enfin l'univers de Turtle, hein, s'entend, c'est les cours. C'est-à-dire qu'elle va à l'école tous les matins, il y a vraiment un rituel qui est vraiment bien mis en place par l'auteur et bien martelé. Tous les matins, elle prend le bus, elle s'assoit à tel endroit et puis elle va en cours. Sauf qu'en fait, on assiste à un seul cours, qui est son cours de langue, je crois, avec un seul professeur, qui est le professeur d'Anna. Et je trouve ça super dommage parce que j'aurais bien aimé avoir d'autres cours pour pouvoir comparer en fait l'attitude des professeurs vis-à-vis de Turtle, son esprit aussi à Turtle, sa façon d'agir dans les différentes classes, alors que là on n'a rien pour faire le contraste en fait et pour se rendre vraiment compte de la situation de Turtle à l'école. Et ça c'est dès le début, parce que dès le début le professeur de Anna prend tout de suite énormément d'importance dans la vie de Turtle, alors que forcément il y en a d'autres en fait. Et j'aurais aimé peut-être que ce soit un peu plus camouflé parce qu'on sait que du coup Anna sera importante pour la suite. Et j'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus, masqué avec justement je veux dire le fouillis de l'école peut-être un petit peu plus présent. Et c'est pareil pour le personnage de Rilke, je crois, qui est une étudiante qui se fait harceler et j'aurais bien aimé... Alors je pense que ce harcèlement, Turtle va en prendre conscience, elle va faire un choix à un moment donné dans cette histoire vis-à-vis de ce harcèlement. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais j'aurais aimé avoir les suites, voilà. Même si Turtle, parce qu'elle vit complètement à un moment donné coupée du monde, peut pas forcément non plus avoir puis un peu d'autres problèmes. En fait c'est ça, c'est que comme on est dans la tête de Turtle, forcément on est concentré sur ses problématiques à elle qui sont autrement plus importantes. En ce qui concerne l'intrigue, ça va de pair avec le rythme, c'était super bien maîtrisé. C'était dur, c'était cruel, c'était pas évident à lire. Je suis contente de l'avoir écouté, je pense ça passe peut-être un petit peu mieux, surtout quand on fait autre chose avec ses mains, qu'être vraiment 100% focus sur ce texte. En plus, le narrateur est plutôt bon, ou la narratrice, c'était une narratrice je crois. Donc j'ai passé un... C'est bizarre de dire ça, mais j'ai passé un bon moment avec ce roman qui est profondément terrible. Ensuite, j'ai lu un livre jeunesse et il s'agit de Mémoires de la forêt, le tome 3, donc l'esprit d'hiver, donc c'est celui qui est dédié à la saison de l'hiver. Je pense qu'il y en aura un sur le printemps. Je l'espère. Dans cette histoire, on suit une nouvelle enquête puisque les parents de Bartholomé, le neveu d'Archibald, ont disparu. Ils étaient attendus à la gare parce qu'ils devaient être de retour pour la grande fête de l'hiver. Voilà. Et ils ne sont pas revenus. Donc Bartholomé et Archibald décident de prendre le train pour se mettre sur leur piste, puisqu'en fait ils savent que Séraphin et Pimprenel ont pris le train du Grand Nord. C'est la seule grande ligne de la forêt qui passe par 4 arrêts, 4 grandes villes, et on va faire un stop dans chacune de ces villes. Alors, il y a comme d'habitude plein de petits engagements très sympas. Moi j'ai noté celui notamment sur une famille de rats qui a son importance pour la suite d'ailleurs, qui s'est partagé, enfin qui a eu plein de petits ratons et qui s'est partagé la reprise du travail avec maman qui va travailler et papa qui reste au terrier, et ça j'ai trouvé ça super chouette. Voilà, c'est plein de petites graines à faire germer dans les esprits des jeunes lecteurs, donc c'est forcément que du positif. Concernant l'univers, on est encore une fois sur quelque chose de très cosy, très cocooning, avec plein d'ambiances, plein d'odeurs qui sont décrites, plein de nourriture qui est décrite aussi. Je dirais que là, c'est là qu'arrive un peu le biais de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
on est sur des animaux, donc ça c'est génial. Il y a certaines fois, enfin on sent qu'il y a des caractéristiques qui sont propres à chaque espèce, hein, c'est-à-dire que ils vont pour certains hiberner, ils font leur réserve de nourriture, tout ça, mais en même temps ils vont manger des tartes, voilà, c'est peut-être le seul truc, hein. Je trouve ça très chouette comme univers, que c'est super mignon, mais en même temps forcément il faut pas chercher la cohérence à tout prix quoi. Ça n'a aucune incidence sur l'histoire, ce que je viens de dire. En revanche, il y a une incohérence qui, pour le coup, en a une à mon sens. Parce que il va être question d'un élément surnaturel, et je peux pas trop vous en dire, qui est pour moi pas très bien géré. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire malheureusement parce que c'est quand même un peu le nœud de l'histoire. J'ai passé un bon moment, c'est un livre que je suis contente d'avoir, je suis juste triste vraiment de ne pas avoir emmené mon premier tome pour pouvoir en fait les lire au fil des saisons avec ma fille. Bon alors elle est un peu petite mais il y a des jolies petites images et je me dis les chapitres sont peut-être un peu longs pour son âge mais voilà, lire chapitre par chapitre ou quelques pages chaque soir tout au long d'une saison ça peut être très chouette parce que c'est un très bel univers, c'est des petits animaux sympas et voilà, donc j'attends le 4e tome, bien sûr. Et les amis, nous arrivons à la fin. Ça y est, j'ai terminé, je suis arrivée enfin à vous parler de tous les livres que j'ai lus depuis le début d'année, en comptant bien sûr les comparaisons qu'on a fait avec Mélo, donc je suis super contente. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude je vous attends dans les commentaires pour discuter de ces romans, si vous les avez lus, pas lus, si je vous ai donné envie ou pas du tout. N'hésitez pas à venir me donner vos impressions juste en dessous de la vidéo, et puis en attendant une prochaine vidéo, un prochain format, quelque chose de nouveau, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.